Bonjour. Parlons de l'équilibre statique. Les équations sont surprenamment simples, mais l'application peut devenir sportive. La première équation, c'est qu'il faut que la somme des forces soit égale à 0. Quand on parle d'équilibre statique, c'est qu'on pense à un objet qui ne bouge pas et qui n'a pas le goût de bouger. Donc, par exemple, s'il y a une force vers le bas, F1, elle doit être contrebalancée par une force vers le haut de même grandeur et de direction opposée pour que la somme de ces deux forces-là donne 0. Et ça doit être comme ça en X, en Y. Si on a une force à gauche, doit être contrebalancée par une force à droite. Vous avez compris le principe. Et à ça, on ajoute somme des moments de force, taux, égale 0. Donc, il faut pas que ça ait le goût de tourner. Il faudrait pas, par exemple, qu'on pousse ici avec une force A et qu'on pousse en même temps de l'autre côté avec une force B. Comme ça, il y aurait un torque qui aurait le goût de faire tourner notre objet dans le sens anti-horaire dans ce cas-ci. Donc, les deux équations qui nous garantissent qu'un objet a pas le goût de bouger et a pas le goût non plus de tourner, c'est somme des forces égale 0 et somme des moments de force, taux, égale 0. La première nous garantit que l'objet a pas le goût de bouger, bouge pas, et la deuxième nous garantit que l'objet a pas le goût de tourner, ne tourne pas. Et si les deux conditions sont satisfaites, ben on a ce qu'on appelle l'équilibre statique. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais en application, c'est plus sportif. Tiens, ma feuille est sale, mes feuilles sont parties, on les ramène et on continue, comme si de rien n'était presque rien. OK. Somme des forces égale 0, ça doit se décomposer dans toutes les directions qui vous intéressent dans le problème. Donc, on va généralement décomposer en X, Y et même peut-être Z. Dans le cadre de votre cours, la plupart du temps, il y a seulement deux dimensions, X et Y, en même temps, et on laisse la troisième dimension de côté, même si nos outils sont assez puissants pour traiter ça. En X, on va avoir somme de toutes les forces en X doit donner 0. Et en Y, on va avoir somme de toutes les forces en Y doit donner 0. Donc ça va nous faire une première équation, une deuxième équation. Ensuite, somme des moments de force égale 0. Ça, c'est pas vectoriel. Il n'y a pas de petite flèche par-dessus les symboles. Donc ça veut dire que c'est scalaire. Le moment de force peut être positif ou négatif, mais peut pas avoir une direction en X ou en Y. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on va simplement faire la somme de tous les moments de force et on va s'assurer que tout ce qui est positif contrebalance tout ce qui est négatif. Et je vous rappelle, comme c'est nouveau, que le moment de force est égal à la force en question multiplié par le bras de levier. Et il y a un moment de force associé à chaque force. On a aussi, pour déterminer si c'est positif ou négatif, une convention de signes qui nous dit que quand ça a le goût de faire tourner l'objet en sens anti-horaire, le moment de force taux est positif. Et vous avez compris là qu'il va falloir avoir le même nombre de positifs que de négatifs pour contrebalancer tous les moments de force et ramener ça à 0. Ce que je vous propose de faire, là, comme la théorie est dangereusement simple à énoncer, on a déjà fini, c'est de faire un exemple relativement facile pour commencer et illustrer le fonctionnement de l'équilibre statique. Donc, j'appelle ça l'exemple 0, je l'invente au fur et à mesure. Vous ne l'avez pas dans vos notes. Par contre, je prends la peine d'inventer un exemple qui est représentatif de ce que vous pourriez avoir dans les exercices et à l'examen. Commençons par dessiner une belle poutre homogène. Homogène, ça veut dire qu'elle a la même densité de masse partout. Et appelons la masse de cette poutre-là M1. Choisissons un chiffre rond. Faisons semblant qu'elle a une masse, de 50 kg. On va placer aussi un pivot qui soutient la poutre et qui lui permet de tourner autour de la pointe du triangle. Ce pivot-là va être placé à un endroit qu'on connaît sur la poutre. On va avoir 3 mètres du côté droit entre le pivot et l'extrémité droite de notre poutre, et on va avoir de l'autre côté seulement 2 mètres. Vous avez compris que je dessine un croquis et que les dimensions ne sont pas nécessairement parfaitement à l'échelle. Vous vous fiez aux valeurs numériques que je place là-dessus. Bon, à une extrémité de la poutre,
on va placer un objet. Plaçons une sphère ici, là, ça aurait pu être n'importe quoi, on aurait pu asseoir quelqu'un, placer une boîte, et appelons cette masse-là la masse 2, et faisons encore un chiffron, 100 kg pour la masse 2. Super. Et de l'autre côté, on va placer une masse inconnue, qu'on va appeler la masse M3, et on ne sait pas combien de kilogrammes est là, la masse M3, il va falloir le trouver, et on va vouloir que le système soit à l'équilibre. Il y a une autre chose qu'on va vous demander de trouver aussi, c'est la réaction à l'appui. La réaction à l'appui, c'est la force que le pivot doit endurer, le petit triangle ici, là, le socle, la force qu'il doit endurer pour pas que la poutre l'écrase. Donc, on veut trouver ce qu'on appelle la réaction à l'appui. La réaction à l'appui, c'est une force en newton qu'on ne connaît pas et qui va être exercée vers le haut. Parlant de force, on va commencer par ça. On va dessiner toutes les forces qui sont en jeu dans le problème et on va regarder qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on cherche. Donc, la première chose, là, puisqu'on en parle, ça pourrait être justement de dessiner la réaction à l'appui. Appelons-la R majuscule. C'est une force exercée par le pivot, le triangle noir, qui soutient la poutre. Et on se doute que si on veut pas que la poutre tombe à terre, là, il va falloir réagir avec la force R vers le haut pour soutenir le poids de la poutre et le poids des deux masses aussi, M1 et M3, qu'on ne connaît pas pour M3, mais qu'on connaît pour M1. Ensuite, parlant de M3, M1 et compagnie, on les dessine. Ça, ce sont des forces vers le bas. La force exercée par M1 sur la poutre, c'est le poids de la masse 1. Donc, on va avoir, appelons-la P1, est égal à M1 fois G, comme ça. Donc, on va calculer avec 50 fois 9,81. On peut calculer P1. On a simplement utilisé la calculatrice. Oh, je me suis trompé. Vous avez vu mon erreur, hein? Et on va la corriger. C'est pas tant grave, là. J'ai dessiné ma flèche rouge pour P1 sur la masse M1. C'est pas ça qu'il faut faire. J'étais en train de dessiner P2 qu'on calcule avec M2. J'arrête pas le vidéo, je continue. J'ai fait ça là, parce que M1 était proche de ma sphère M2 et c'est en fait 100 kg qu'on va utiliser pour aller calculer P2. Et je vous l'écris, P2, ça va être égal à 100 fois 9,81. C'est un calcul facile qu'on peut faire. Là, ça va donner 981 newtons pour le poids P2 de la sphère M2. Mais parlons-en de M1 maintenant. M1, c'est la poutre. Et la poutre pèse 50 kg. Où on va le mettre, le poids de la poutre? Ben, il faut aller trouver le centre de masse de la poutre. Le centre de masse de la poutre, on l'appelle CM pour centre de masse. Et comme c'est une poutre homogène, il est en plein centre de la poutre. Notre poutre mesure au total 3 plus 2, 5 mètres. Et la moitié de 5, c'est 2,5. Donc, on va avoir là à 2,5 mètres des extrémités la force gravitationnelle de la poutre, qu'on va appeler cette fois-ci P1. Là, c'est le vrai bon P1, là, qui est égal à M1 fois G. Et on va avoir 50 fois 9,81 pour P1. Avec la calculatrice, on trouve ça. Et je complète ici 2,5 mètres entre les extrémités. Je pourrais l'écrire de l'autre côté aussi, mais on peut le déduire pour le poids de la poutre au centre de masse. Ensuite, il nous reste M3, qui va faire un poids P3, que je connais pas, vers le bas. On va calculer P3 en multipliant M3, qu'on connaît pas, par G, 9,81. Et là, ça fait pas mal de flèches, mais pas tant que ça. Là, quand on les compte, on a P1, P2, P3. On connaît P2, on connaît P1, on connaît pas P3 parce que M3 est inconnu. Ça nous en fait 3. Et on a une vers le haut, R, qui, on ne connaît pas non plus. Réaction à la pluie, là, on la chercherait dans les exercices, on vous demanderait de la trouver. Maintenant, voyons comment on applique les équations de l'équilibre statique sur un problème avec des valeurs numériques comme ça. Je commence en bas à gauche. On va faire la somme des forces en X et la somme des forces en Y. Est-ce que vous voyez les forces en X?
Dans ce problème-là, on a gardé les choses très simples et j'ai fait exprès. On n'a aucune force en X. Donc, il n'y a rien à écrire pour la somme des forces en X. Tous nos vecteurs sont à la verticale. On peut faire un plan cartésien si vous voulez, là. Y vers le haut, X vers la droite. On n'a rien à l'horizontale, donc il n'y en a pas de force en X. On passe en Y tout de suite. On a une force vers le haut, c'est R, positif, et on a 3 forces vers le bas. On va avoir P1, donc moins M1G. On va avoir P2, donc moins M2G. Et on va avoir P3, moins M3G. Et on n'a pas le choix. Il faut que ce soit égal à 0. L'équilibre statique impose somme des forces égale à 0. Donc ça nous donne une première équation, ici, appelée l'équation 1, dans laquelle on a combien d'inconnus? Vérifions. R, on ne le connaît pas. M1, on connaît ça. M2, on connaît ça. M3, on ne connaît pas. Donc, ça nous donne 2 inconnus. Et malheureusement, quand il y a 2 inconnus dans une même équation, on ne peut pas solutionner. Il va falloir aller chercher de l'aide d'une autre équation. La prochaine équation est donnée par la somme des moments de force. Et pour faire la somme des moments de force, on a besoin d'un pivot. Le pivot, on pourrait le prendre n'importe où, mais puisque le pivot est imposé dans ce problème-là, on prend le vrai pivot où on cherche la réaction à l'appui. Et on fait le tour de toutes les forces, P1, P2, P3, R, pour aller calculer tous les moments de force, taux 1, taux 2, taux 3, taux R, associés à chacune des 4 forces pour créer l'équation correcte. Avant de partir, on dessine la convention de signe pour savoir si mes moments de force sont positifs ou négatifs. Commençons avec P1 pour calculer taux 1. Pour calculer taux 1, on fait P1, la force, fois son bras de levier, R perpendiculaire 1. Mais où est-il, le bras de levier? Ben, regarde bien ça. La même recette que d'habitude, tu prolonges la ligne d'action de la force et tu t'en vas rejoindre avec un segment perpendiculaire, le bras de levier, tu t'en vas rejoindre avec un segment perpendiculaire à la ligne d'action de la force, le pivot, et on appelle ça le bras de levier R perpendiculaire 1. Combien il vaut, ce bras de levier-là? Ben écoute, on a 2,5 mètres entre l'extrémité de la poutre et le centre de masse où est appliqué P1, et on a 2 mètres entre l'extrémité et le pivot. Il reste 0,5 mètres. Ça veut dire que R perpendiculaire 1 vaut 0,5 mètres. Pour P1, c'est M1 fois G. Et on peut calculer ça là, en faisant 50 fois 9,81. Il reste une dernière chose. Taux 1, c'est bien beau. C'est M1 fois G fois 0,5. Parfait. On peut le calculer avec la calculatrice. Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif? Regarde la convention de signe. Place ton pivot à l'aide d'une règle ou d'un crayon et de ton doigt, comme il est indiqué sur le schéma, et mime l'action de P1 qui pousse vers le bas. L'objet a tendance à tourner à contresens de la convention, donc taux 1 est négatif. Et on va écrire moins M1G fois 0,5, négatif comme premier terme dans notre sommation. Ensuite, on fait la même chose avec P2. Pour son bras de levier, on prolonge la ligne d'action de la force. On vient tracer un segment perpendiculaire au pivot. On se rend compte rapidement qu'on a 3 mètres comme bras de levier. Et on vient écrire taux, je vais le faire ici, taux 2 est égal à M2 fois G fois 3. Et est-ce que c'est positif ou négatif? Même principe. On pousse comme si on était P2 vers le bas, on fixe le pivot et on se rend compte qu'on tourne encore une fois à contresens. Donc, on écrit moins M2G fois 3. On continue, on fait le troisième. Même principe ici, on vient chercher le bras de levier R perpendiculaire 3, c'est 2 mètres. Et cette fois-ci, par contre, on va être de l'autre côté. On a à avoir un objet avec taux 3 qui tourne dans le même sens que la convention. Donc, on écrit plus M3, qu'on ne connaît pas, G fois 2. Et il nous en reste un dernier, c'est mon préféré. Regarde bien, c'est R.
la force de réaction à l'appui R est appliquée directement sur le pivot. Donc, si vous essayez de prolonger la ligne d'action, c'est bien beau. Si vous essayez maintenant de tracer le segment de droite qui relie le pivot à la ligne d'action, mais comme vous êtes direct dessus, R perpendiculaire 3 vaut 0. On n'a aucun bras de levier. Et par définition, si le bras de levier est égal à 0 pour taux 3 aussi est égal à 0. Donc, on l'écrit même pas. Et il nous reste à écrire égal 0, qui est imposé par l'équilibre statique. On se ramasse avec une équation dans laquelle on a, vérifions, M1 c'est connu, G c'est connu, 0.5, M2 c'est connu, G c'est connu, 3 c'est connu, seulement une inconnue, M3. Donc là, votre travail maintenant, c'est d'isoler M3, de remplacer M3 dans la première équation et finalement d'isoler R pour obtenir la réponse. Je sais que vous êtes capable de le faire et vous pouvez arrêter d'écouter à partir de maintenant si vous êtes confortable avec l'algèbre. Pour les autres, je fais l'algèbre sur la page suivante qui permet d'isoler M3 et éventuellement d'isoler la variable R pour la réaction à l'appui. Donc, première chose, là, je vais isoler dans la dernière équation qu'on a eue, M3G fois 2. Je vais passer ça d'un seul côté de l'égalité et on va avoir M1 fois G 0.5 positif plus de l'autre côté M2 fois G avec son bras de levier, on avait 3 ici positifs comme ça. Vous voyez qu'il y a des G partout, là. On peut bêtement annuler dans tous les termes G et on va maintenant avoir M3, 2M3 comme ça, 0.5 fois M1 plus 3 fois M2. On va diviser de chaque côté par 2, comme ça ici, et le travail est fait. 0.5 M1 plus 3 M2, tout ça divisé par 2, ça donne M3. Vous pouvez faire le calcul. M1, on le connaît, c'était 50 kg. M2, on le connaît aussi, c'était 100 kg. On fait le calcul et ça nous donne la masse M3. C'est la masse en kilogrammes de la sphère qui était à gauche sur ma poutre. Maintenant, il nous resterait à utiliser M3 pour isoler R dans la prochaine équation. Ça se fait rapidement. Là, on va passer R d'un seul côté du signe égal. On va avoir R est égal à M1G plus M2G plus M3G. Là, faites attention, là, essayez pas d'annuler les G parce qu'ils apparaissent dans tous les termes. Il n'y a pas de G à gauche, là, donc on peut pas faire ça. Par contre, si vous aimez les trucs élégants, on peut mettre en évidence G comme ça et avoir M1 plus M2 plus M3 et ça va fonctionner. Là, il s'agit de prendre la valeur numérique pour M3, de venir l'insérer là-dedans et on donne notre réponse en calculant G multiplié par la somme des 3 masses. J'ai pas calculé les réponses, j'ai pas de calculatrice, là. L'important, c'est que vous ayez compris la méthode. Et comme d'habitude, je vous encourage à utiliser le forum ou les MIO pour me poser des questions ou réquisitionner des explications supplémentaires sur une partie ou une autre. Je peux refaire des capsules vidéo là qui mettent au clair certaines choses que vous auriez pu manquer. Sinon, vous avez une belle grande feuille d'exercice là, ou deux même sur l'équilibre statique où on met ces choses-là en application. Il ne devrait pas y avoir de problème important. Là. Je referai un exemple, ce que je mettrai sur vidéo pour le problème de l'échelle qui est à côté au mur, qui est particulièrement difficile. Allez, à la prochaine. Bon confinement.